cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité spécial de ce matin, ce Free Matin, ceci en l'honneur des 9 ans de gestion de Patrice Talon au pouvoir. Hier, 6 avril 2025, il y a exactement 9 ans qu'accédait au pouvoir Patrice Talon. Je reçois pour vous le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures du président Patrice Talon, Gilbert Déomalé. Il est historien, archéologue de formation, artiste chanteur, auteur, compositeur, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Il a été précédemment directeur général du Fonds des arts et de la culture. Gilbert Déomalé, bonjour. Bonjour. Merci d'être matinal aussi. C'est moi. Alors, hier, il y a exactement 9 ans que Patrice Talon accédait au pouvoir. Dites-nous quels doivent être les souvenirs qui doivent être les plus vifs dans la mémoire des Béninois. Oui, on parle de souvenirs peut-être quand l'action est terminée. Mais ici, je voudrais juste vous... Il en reste juste un an, hein? Oui, je voudrais juste vous rappeler que à sa prise de fonction, même en campagne depuis 2016, il avait dit qu'il n'est pas à Agbono et que c'est à la fin de son mandat que la population, le peuple saura s'il est à Agbono ou non. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire qu'il est à Agbono? Aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les secteurs de la vie de notre pays, le chef de l'État a impacté positivement. Et je crois que un an avant la fin de son deuxième quinquennat, on peut déjà le porter en triomphe. Déjà. Déjà. Pourquoi? Mais voilà, il a donné l'exemple d'homme politique qui dit et fait ce qu'il a promis. Et dans tous les secteurs, comme je l'ai dit. Pour petit rappel, qu'est-ce qui a été promis concrètement au Béninois en 2016? Mais un décollage. Un décollage. Un décollage. Et ce, comme je le dis, parce que quand on parle de décollage, ce n'est pas figé. Ce n'est pas... c'est tous les secteurs de la vie qui sont ciblés. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce secteur-là où le chef de l'État n'a pas fait... Il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, tout ce que nous aurons à faire, simplement, c'est de prier pour que celui qui le remplace puisse mieux faire. Et je me dis, ça va être un peu difficile. Parce qu'il est allé au-delà de nos attentes. Moi-même, en le soutenant en 2016, je n'avais pas idée de ce qu'il pourrait faire. Pour moi, je me disais, comme tous les autres chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays, il ferait ce qu'il peut. Mais ici, il a surpris le monde entier, pas seulement les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, à travers ce qu'il a fait, à travers le décollage qu'il a imprimé à notre pays, nous sommes respectés de par le monde. Et ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Alors, monsieur le ministre conseiller, vous êtes du département des Collines. Si l'un de vos parents vous rencontrait aujourd'hui, par exemple, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a changé chez nous sous Patrice Talon, qu'est-ce que vous allez répondre? Dans le département des Collines, ceux qui ont laissé le pouvoir et Patrice Talon a pris sont du département des Collines. La plupart sont du département des Collines. Et quand je prends avant 2016, oui, ce dont on souffrait dans le département des Collines, c'est l'eau, le manque d'eau potable. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, nous avons tout ça. Nous avons tout. Et surtout l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et ils nous ont même dit, en son temps, en 2016, quand on venait, qu'il n'est pas possible d'avoir de l'eau potable dans le département des Collines. Pourquoi? Peut-être à cause de ce qu'ils ont justifié, c'est qu'il y a trop de roches, on ne pourrait pas trouver de l'eau.
Mais Patrice Talon a Mais réalisé. c'était pas vrai. C'était pas vrai, c'était pas à cause de la présence des rochers et des autres, mais c'est juste qu'ils étaient incompétents. Parce que le chef de l'État a dit il y aura de l'eau potable dans les collines. Aujourd'hui, dans les 6 communes du département des collines, nous avons de l'eau potable. Donc, si on est du département des collines et qu'on nous demande ce qui a changé, ça saute aux yeux. Déjà l'eau potable. Sur le plan des infrastructures. Mais je dis dans tous les domaines, la santé, Oui. les routes, Oui. l'éducation, dans tous les domaines. J'étais allé la dernière fois dans les collines et j'ai vu les enfants qui sont sortis donc de l'école, les écoliers. Et il y a la remarque, c'est que tous les enfants avaient leur bol en main. Les cantines scolaires. Les cantines scolaires. Mais au lieu de rester à l'école, les enfants allaient à la maison. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous rentrez avec les bols et il y a de la nourriture dedans? Vous n'avez pas mangé? Il me dit, non, on a mangé. Mais ce qui reste, c'est pour mon petit frère à la maison. Vous voyez jusqu'à... Donc les enfants sont servis avec excès, si on peut le dire ainsi. Non seulement ça, mais ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être inscrits sont aussi nourris. Sont aussi nourris. Et ça, c'est du social. C'est du social. Alors, ce que vous décrivez ce matin, je crois que si on prend vos autres collègues ministres conseillers, ils diront de même pour leurs différentes communes. Mais les acteurs politiques, certains observateurs de l'animation de la vie politique nationale sont unanimes sur un point, sur le plan de la démocratie, de l'état de droit. Il y a un problème. Il y a beaucoup à reprocher à Patrice Talon. On estime qu'il y a véritablement beaucoup à redire. Les libertés sont bâillonnées sous Patrice Talon. Vous avez suivi notamment cette sortie médiatique de l'ancien ministre délégué auprès du président Patrice Talon, chargé de la défense nationale, candidat Armand Maria Zanaï, qui a parlé du code électoral. Le code électoral, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Au fait, lorsque nous voulons aujourd'hui mener des débats, il faut le faire avec des gens qui sont posés. Des gens en qui on peut faire confiance. Vous ne voulez pas dire que le candidat Zanaï n'est pas posé. Vous avez avez mené le combat ensemble en 2016. Mais... Et il a été utile. Ce qu'il a fait aujourd'hui, en quittant le gouvernement, il n'est pas à son premier essai. Aucun gouvernement depuis 1990 n'a pu satisfaire le candidat Zanaï. Ça veut dire que lui, il est un dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire? Il n'a pas d'erreur, il ne fait pas d'erreur, il est saint. C'est déplorable. Celui-là, personne n'a jamais été bon pour lui. Je crois qu'il a un problème. Il n'y a rien de pertinent dans ce qu'il dit, vous êtes sûr? Mais lorsqu'il attaque le code électoral, oui. Lorsqu'il attaque le code il n'est pas le seul à attaquer le code électoral. Mais tous ceux qui attaquent les démocrates l'attaquent aussi, Force Coï.Bénin émergent aussi. Même au sein de la mouvance, il y a quand même des voix, même si elles ne se lèvent pas. Pour candidat Zanaï, qui attaque le code, c'est normal parce qu'il ne pourra pas aller aux élections. Il a un parti politique, dit-il, mais qui a une envergure nationale sur papier. Donc il ne pourra pas aller aux élections. Je crois qu'on a fini avec ces petits jeux-là. Lorsque vous êtes un homme politique... Il ne va pas aux élections à cause de quoi? Il a dit pourquoi il ne va pas aux élections. Parce que pour lui, le système électoral... Non, c'est parce qu'il ne remplit pas les conditions pour aller aux élections. Terminé. Il n'y a même pas de débat autour. Supposons un instant qu'il veuille aller aux élections. Il ira comment? Il ira comment? Donc, c'est ça son problème. Le problème particulier des candidats, c'est qu'il ne pourra pas aller aux élections. Et aujourd'hui, ce que le système partisan a instauré dans notre pays, c'est d'avoir des partis politiques d'envergure nationale. Des partis politiques qui couvrent l'entièreté du territoire national. Des partis politiques qui scellent l'unité nationale comme l'a prescrit notre Constitution. Donc, les partis politiques de chambre, de village, là, on n'en a plus besoin. Oui, mais le problème, c'est qu'on se pose comme question aujourd'hui. Revenons au code électoral. Oui, par rapport au code électoral toujours. Je vous ai dit ici dans votre studio que ceux qui parlent d'un code chrysogène, qu'ils se perdent. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont reconnu qu'ils doivent aller aux élections. Mais ils ont dit... Vous parlez de l'opposition, des démocrates? Tous ceux qui avaient dit que ce code n'est pas bon et qu'avec ce code, on ne peut pas aller aux élections et que si on tenait à aller aux élections avec ce code-là, il y aurait de troubles. Aujourd'hui, ce que je voudrais leur demander, est-ce que le code a été relu? Pourquoi ils veulent aller aux élections aujourd'hui? Ça voudra dire simplement que ce qu'ils disaient entre-temps n'était pas sincère. Est-ce que vous aurez souhaité que même le code non relu qui ne participe pas aux élections?
Non, mais il faut être conséquent envers soi-même. C'est-à-dire, donc, pour Il vous... faut être conséquent, il faut être stable. Lorsque vous défendez une cause et vous pensez que cette cause-là est juste, il faut la défendre jusqu'à la fin. Vous avez dit que si ce code n'est pas relu, l'élection ne peut pas avoir lieu parce que ça porte les germes d'une crise. Oui, monsieur. Mais le code n'est pas relu. Qu'est-ce qui a changé? Au fait, avant la nomination des ministres conseillers, ceux dont on parle là se croyaient tout permis. Ils allaient voir les populations pour raconter ce qu'ils veulent. Des histoires dormies debout. Mais on a commencé par mettre le doigt sur la vérité. On a commencé par découdre tout ce qu'ils ont conçu comme mensonge. Ils sont obligés de se raviser, de voir la vérité en face. Le code n'a rien de chrysogène. Rien, absolument rien. Puisqu'ils veulent aller avec ce mauvais code maintenant. Monsieur le ministre conseiller, pourquoi vous Pourquoi trouvez que tout ce que disent les opposants, tout ce que disent ceux qui sont opposés à vous, ce sont des mensonges? Est-ce qu'il n'y a rien de pertinent dans ce qui est avancé? Lorsqu'ils vous disent que ce code est chrysogène et que ce code est susceptible d'engendrer une crise. La crise, par exemple, c'est comme je vous l'avais décrite lors de votre récent passage ici. Lorsque vous avez un parti politique qui arrive à obtenir 20% dans 23 circonscriptions électorales et que pour la dernière, il se retrouve à 18%. Mais vous allez à un concours. Ça veut dire que ce parti politique perd. Écoutez-moi, vous allez à un concours. Qu'en est-il? Il faut réunir 100 points pour passer. Oui. Vous avez réuni 90. Vous échouez lamentablement. Oui, ça c'est au plan national. Mais ici... Non, je donne l'exemple d'un concours. Oui, justement un concours. Ici, ce qu'on vous reproche, c'est le quota qui est fixé par commune, pas circonscription électorale, autant pour moi, oui. qui est quand même perçu comme très, très haut. Parce que même les partis politiques actuellement en lice pour ces élections prochaines n'ont pas pu obtenir cela dans toutes les circonscriptions électorales. Alors, est-ce que ce qui est dit n'est pas pertinent? Au cas où, par exemple, monsieur le ministre conseiller, excusez-moi... On n'a pas encore expérimenté la loi. Oui. Et vous restez de loin déjà pour prédire, pour prévoir qu'il y aura crise. C'est pas je prédis, ce sont vos collègues acteurs politiques qui font des calculs et qui prédisent. Mais c'est leur calcul, ce n'est que leur point de vue. Je dis il faut aller travailler sur le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas prévenir au regard de ce qui s'est produit en 2019, en 2020, en 2021? La question qui se pose, oui. Je me demande si aujourd'hui, le taux des 20% là a été revu à la baisse. Non. Pourquoi ils veulent aller aux élections? C'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire que c'est possible qu'on ait les 20%. Et mieux, ils ne sont pas les seuls. Tous les partis sont soumis à ce code-là. Pourquoi c'est eux qui font comme ça, Et puis mieux, il faut remarquer que ceux dont vous parlez là, je vous ai toujours dit ici qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne disent rien sans raconter des histoires. Dans des histoires dormies debout. Ah bon. Dans leur intervention, leur porte-parole a dit que par rapport à ce code, pour lequel il demande aux populations de sortir pour aller voter, que c'est un code qui dit 20% pour l'opposition et 10% pour la mouvance. C'est dit où dans le code? Peut-être qu'eux, ils pensent que par exemple au niveau de la mouvance... Ils n'ont pas pensé, ils ont interprété ce qui est écrit. Parce qu'il y a la possibilité de construire des accords de gouvernance au niveau de la mouvance présidentielle. Qui leur a demandé de ne pas construire des accords de gouvernance? Eux, ils ont quel parti politique qui, lorsqu'on prend l'UP et le Bloc républicain dans une balance Robert-Val, est-ce que les démocrates ont un autre parti politique passent leur temps pour équilibrer? À chasser les autres partis de l'opposition? C'est la faute à qui? On parle de poids politique là. Je demande, c'est la faute à qui quand ils passent tout leur temps à vilipender les autres partis de l'opposition comme eux? C'est pas du tout intelligent. Lorsque vous allez à une compétition... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des partis politiques, par exemple, qui, c'est vous qui l'avez dit, qui sont nationaux sur papier. Alors, pourquoi voulez-vous que, par exemple, les démocrates prennent en compte certaines formations politiques? Est-ce que vous avez vu les partis de la mouvance s'attaquer à d'autres partis de la mouvance? C'est pas du tout intelligent. Lorsque vous allez à une compétition comme ça, vous faites tout pour avoir tout le monde avec vous. Mais ceux qui se sont déclarés étant donc de l'opposition, vous les vilipendez, mais vous allez vous entendre avec qui? Certainement, ils sont autosuffisants, mais on y va. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour propager ce code électoral-là? Parce que justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans l'opinion, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aller au contact de la population pour leur expliquer que ce code est celui qui nous convient à l'étape aujourd'hui de notre développement. Parce qu'on ne saurait prendre une loi en tenant compte de la sensibilité des uns et des autres. Non, une loi est prise pour régler un problème. Et ceux qui créent ce problème, naturellement, ne seront pas d'accord avec cette loi-là. On ne peut pas tenir compte de leur point de vue pour prendre une loi, parce que si on tient compte de leur avis, leur sentiment pour prendre la loi, on ne va jamais régler le problème. La loi est prise
pour sceller l'unité nationale, pour mettre fin à ces petits partis de chambre-là. Et on ne saurait donc faire des particularités à certains partis politiques de chambre. Alors, Gilbert Dehaut-Mallet, je reviens encore sur cette question persistante parce que ceux qui ont des griefs contre ce code électoral, c'est parce qu'ils nourrissent la crainte que se reproduisent les événements de 2019, de 2020 et de 2021. Vous voyez, lorsque par exemple un parti politique de l'opposition qui avait crié sous tous les toits que avec ce code, il y aurait une crise, reviennent à la charge pour dire, bon, on demande à la population donc de sortir massivement pour aller voter. Ça veut dire qu'ils comprennent que auparavant, comme vous le dites là, les populations n'étaient pas sorties pour aller voter. C'était bien ça. Mais pourquoi? C'est ça qu'ils n'expliquent pas. Ils sont les vrais troubleurs. C'est eux qui empêchaient ceux qui voulaient aller voter là, de sortir pour aller voter. Et quand vous... Mais on est dans un pays de droit. Si vous ne voulez pas aller, vous, exprimer votre suffrage, permettez à l'autre qui veut le faire d'aller le faire. Mais, armés de gourdins, de machettes, de coupe-coupe, ils ont empêché les gens de sortir pour aller voter. Si bien que la population terrorisée avait peur, n'était pas sortie pour aller voter. C'est ça qui explique le faible taux de participation. Alors aujourd'hui, si vous avez de meilleurs sentiments pour dire aux gens d'aller voter, vous verrez comment il y aura de l'engouement pour aller voter. Parce que ceux qui voulaient aller voter ont été empêchés. Et là où les gens ont fait du forcing pour voter, ils ont cassé les urnes. C'est ça la démocratie? Est-ce que l'enjeu de ce code électoral vous ne voulez pas aller voter et vous empêchez les autres d'aller voter. Est-ce que l'enjeu de ce code électoral là, c'est le taux de participation? Au fait, lorsque le taux de participation est faible, c'est à croire que les Béninois ne sont pas prêts pour passer donc de la dictature à la démocratie. Donc, vu de l'extérieur, ce n'est pas bien. Donc, que les gens sortent pour aller voter, c'est le souhait de nous tous. Mais qu'on permette aux populations d'aller voter. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les populations iront opérer leur choix dans les urnes en tenant compte des réalisations du gouvernement. Et c'est là où le jeu va se faire. Parce que je ne sais quel bilan ils vont faire. Alors que chez nous, ça saute aux yeux. Et les populations n'iront pas voter parce que tel est mon frère, tel est mon fils. Leur bilan, vous l'entendez souvent, que les libertés ont des problèmes. On évoque Réki Amadougou, Joël Frédéric Aïvor et bien d'autres qui sont en prison. On estime que l'espace politique est régenté par une politique malicieuse. On ne saurait utiliser son manteau d'homme politique pour commettre des impairs et venir jouer à la victime. Non, vous êtes homme politique, vous commettez des impairs, vous répondez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à 1 an de la fin des 10 ans de Patrice Talon, qu'il faille être peut-être sensible à certaines doléances d'acteurs politiques, par exemple l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui reconnaît par exemple les prouesses de Patrice Talon, notamment avec le centre hospitalier international de Calavi, les 20 000 logements de Wedo, il y a à la zone industrielle de Glodjigbe également, mais dans le même temps, il vous dit qu'il faut que cette année, Joël Frédéric Aïvor recouvre sa liberté, pareil pour Réki Amadougou, et pareil pour bien d'autres acteurs politiques influents qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre. Talon qui les a mis en prison. C'est la justice. C'est un ancien président de la République qui formule cette requête. Oui, je pose une question. Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui les a mis en prison? C'est ce qu'ils ont fait qui les ont envoyés en prison. Mais on sait que politiquement, on peut trouver une solution. Si on veut. Lorsque la question a été posée au chef de l'État, il a donné sa position. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas revenir. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils sont contre le chef de l'État. Non. Ils sont en prison parce qu'ils ont commis des impairs. C'est deux choses différentes. Mais lorsque les anciens présidents de la République viennent, disent à chaque fois qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas être sensible? Est-ce que vous ne voyez pas quelque part qu'au niveau de la mouvance, vous répondez à ce grief qui vous est fait, de ce que la mouvance a un chronogramme à dérouler et vous le suivez avec fidélité sans être sensible à ce que disent vos contradicteurs politiques? Mais si ce qu'ils disent ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous les écoutez d'abord avant Je vous ai dit ici qu'eux-mêmes ne s'écoutent pas. Eux-mêmes ne s'écoutent pas. Parce que lorsque vous dites, par exemple, ce code n'est pas bon, avec ce code, il y aura trouble. Et 2 mois, 3 mois après, vous revenez dire, ce code, bon, on va suivre pour aller. Quand je vous ai dit ici que la meilleure formule pour les opposants, c'est de se battre pour se retrouver là où on change le code. Vous avez pensé que j'étais en train de les taquiner, mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent aller aux élections, se faire élire, aller à l'Assemblée et faire changer le code.
C'est la meilleure formule. Et vous Et verrez, là, il faut vous qu'ils verrez aient, dans les qu'ils aient la majorité. naturellement. conséquente. Ce n'est pas certain qu'ils aient la majorité. C'est pas certain. C'est pas Vous tout le certain. prédisez C'est déjà pas- Je dis que ce n'est pas certain et je persiste. Pourquoi? Ceux qui n'étaient pas sortis pour aller voter, ce n'est pas les militants des opposants. Parce que c'est eux qui voulaient aller voter contre le mot d'ordre de l'opposition. Faut pas rêver. Les gens voulaient aller voter et vous avez dit non. Ils disent nous irons voter. Vous les avez empêchés d'aller voter. Donc si aujourd'hui ils vont voter, ce ne serait pas pour vous. Est-ce que l'enjeu Parce qu'ils n'allaient pas voter pour vous. Est-ce que l'enjeu de ce code électoral là, c'est le taux de participation? Est-ce que, comme je vous l'ai dit, le code est pris pour régler un problème. Ce problème étant réglé, il appartient aux partis politiques de se battre pour que les populations sortent réellement pour aller voter pour eux. Donc, en nous mettant dans cette posture-là, Oui. on règle déjà le problème de taux de participation. Gilbert Deoumale, tout à l'heure, en vous présentant, je vous ai présenté comme historien, archéologue également. Alors, vous êtes acteur politique depuis un certain nombre d'années au Bénin. Alors, c'est peut-être un peu atypique qu'à un an du scrutin d'élections majeures, les premières en République du Bénin, notamment des élections générales, pour la première fois dans l'histoire, on fera les 3 élections consécutivement. Alors, à ce jour, on n'a aucun nom comme candidat à l'élection présidentielle, comme potentiel candidat aux élections législatives. Ce climat politique-là, est-ce qu'il n'est pas inconfortable? Vous ne voyez pas que... Vous n'y voyez pas de l'inconfort? Vous ne voyez pas que ce que vous décrivez là permet aux Béninois d'être toujours au travail. Il ne faut pas que chaque année, quand on veut faire une élection, que ça bloque le développement. Justement, mais connaître ceux ou celui qui veut être candidat ne peut bloquer aucun développement. Bien sûr. Comment ça peut bloquer? Dès que, vous voyez, et c'est ce que je reproche à nos amis d'en face. Pour revenir à de meilleurs sentiments, ils ont commencé par dire aux gens, sortez massivement pour aller voter. La campagne n'a pas commencé. C'est une campagne précoce. Vous voyez, Non, il faut s'inscrire sur la liste. Il faut être conséquent envers soi-même. S'inscrire sur la liste. Aujourd'hui, nous, quand je dis nous, je parle des partis politiques qui sont en compétition, nous ne trouvons pas d'inconvénient à ce qui se passe. Et le chef de l'État a été clair. Il y a un temps pour faire campagne, il y a un temps pour parler de ce dossier-là au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, dès que le débat va se faire au niveau des partis politiques, vous aurez les informations sur les potentiels candidats. Et donc, ça doit être fait à 6 mois, comme l'a dit Patrice Talon. Et justement, sur ce point-là, certains acteurs politiques critiques de la gouvernance de Patrice Talon disent que l'essence, au rappel, j'allais dire, l'essence de la réforme de ces partisans, c'est de faire des partis politiques forts, des partis politiques qui ne soient plus sous le joug de l'homme fort du moment. Mais là, on constate que les partis politiques sont toujours assujettis à la volonté politique de Patrice Talon. Non. Puisque Patrice Talon a dit que le débat de cette session va s'ouvrir à 6 mois et on constate que les partis politiques suivent. Ça, c'est pour discipliner les hommes politiques. Mais est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a demandé à l'opposition de se comporter comme elle le fait là? Pourquoi eux n'ont pas leur candidat? C'est une stratégie politique. Alors pourquoi vous pensez qu'à leur niveau c'est une stratégie et que chez nous c'est de la dictature? Ce qui est certain, donc vous êtes aussi dans la stratégie. Ce qui est certain, chaque parti politique s'organise comme bon lui semble pour gagner les élections. Pourquoi les gens veulent qu'on leur présente déjà nos candidats pour que comment pas formuler des trucs autour de la personne? Ah bon? C'est leur propre. Formuler quoi? Les mensonges, les formulations, tout ce qu'ils ont l'habitude de dire. Mais c'est le jeu politique. Alors, c'est le jeu politique. Lorsqu'il s'agit des autres, autant vous aurez à dire sur eux, autant aussi auront à dire sur vous. Lorsqu'il s'agit des autres, vous estimez que c'est un jeu. Et lorsque c'est nous, on estime que c'est de la dictature. Laissez les partis politiques s'organiser, on ira aux élections dans la paix. Et ce qui est certain, nous allons remporter. Alors, à un an de la fin du mandat de Patrice Talon, pas sa fin, de la fin du mandat de Patrice Talon, notamment son second mandat, alors quels sont les chantiers qui vous paraissent les plus impératifs sur lesquels les Béninois doivent espérer Patrice Talon? Mais on a ouvert plusieurs chantiers. Et il faut se dire que, si vous remarquez bien, depuis 2016, oui, le président Patrice Talon ne navigue pas à vue. Tout est planifié. On ne navigue pas à vue. Est-ce que vous avez vu l'opposition? Est-ce que vous avez vu l'opposition nous taxer un seul instant de gouvernement ventilateur? Vous n'allez pas entendre ça. Parce que tout est planifié. Donc, tous les chantiers qui sont ouverts avec l'espoir, l'espérance que ces chantiers iront à terme. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place, on a ouvert des chantiers, et je l'ai dit, dans tous les domaines, et
on ne va pas privilégier un par rapport à l'autre. Est-ce que, Les par exemple, Béninois ont besoin, avant la fin de ce quinquennat-là, les Béninois ont besoin de est-ce qu'on tout aura ce le que nous siège de faisons. l'Assemblée nationale, par exemple? Quels sont les chantiers majeurs historiques qu'on aura avant le 6 avril 2026, par exemple? Ne pensez pas que le chef de l'État est un dieu et lorsqu'il a commencé, il doit finir. Lorsque vous commencez et qu'il y a des perturbations qui arrivent, qui ne dépendent pas de vous, vous vous arrangez pour vous adapter sans interrompre ce que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, tous les chantiers qui ont été ouverts, annoncés, iront à terme. Parce que lorsque les fonds ne sont pas mobilisés, Patrice Talon ne s'engage pas. On ne fait pas comme ceux-là qui viennent poser première pierre, deuxième pierre, troisième pierre, sans qu'on ne voit jamais pousser donc les réalisations. Jamais. Et lorsque nous voulons faire quelque chose, vous voyez, Patrice Talon ne se lève pas pour aller faire du chantage autour. Les populations constatent. La population constate. Merci à vous, Gilbert Déoumalé. J'espère qu'on reverra encore incessamment sur nos plateaux. Un petit commentaire pour conclure cet entretien matinal. Non, le seul commentaire que j'ai, c'est de dire à la population que aujourd'hui, ceux qui nous vilipendaient et qui sont revenus à de meilleurs sentiments nous ont donné la preuve suffisante que ce que nous disions était la vérité et que ce qu'eux ils disaient, c'était du mensonge. Était du mensonge, c'est votre opinion. Merci à vous, Gilbert Déoumalé. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures du président Patrice Talon. Vous êtes historien, archéologue de formation, artiste, chanteur, auteur, compositeur, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Vous avez été précédemment directeur général du Fonds des arts et de la culture. Merci à vous. C'est avec vous qu'on conclut cette matinale. Merci de votre aimabilité, de votre honorabilité également. Chers amis internautes, c'est tout pour l'invité matinal de ce matin, également tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain matin pour notre numéro d'émission de Free Matin.